années-lumière de notre système solaire, qui à l'échelle de notre galaxie est quasiment, comment dire, à côté de nous. Mais la lumière déjà qui part de ces étoiles met déjà plus de 440 ans avant de nous atteindre. Alors si on fait une pause un petit peu plus importante, d'environ 20 secondes, en attendant que la pause se déroule, ce que je vous propose, c'est regarder où se trouve Messier 45 dans la galaxie. Donc là, vous allez voir une vue de notre Voie lactée, notre galaxie avec un grand G. Et lorsque nous pointons M45, ici, voilà, et nous nous déplaçons vers Messier 45, vous voyez ici notre système solaire, le Soleil ici. Vous voyez que Messier 45, par rapport à d'autres objets que nous aurons l'occasion de voir dans cette soirée, se situe vraiment à côté. Voilà. Dans une partie de la Voie lactée qu'on appelle le bras de Orion, qui est ici, Orion étant la constellation vers laquelle on pointe le télescope et qui donne le nom à ce bras. Alors, si on regarde maintenant la vue, eh bien là, il se trouve que pour le moment, il faut régler quelques paramètres de contraste. Alors, hop. Pour le moment, à 20 secondes. Là, l'image est complètement saturée au bout de 20 secondes. Je dois avoir un petit peu de brume chez moi ou de nuages. Donc, du coup, on va mettre que 10 secondes de pause. On est reparti pour une pause de 10 secondes. Donc, vous pouvez voir, pour prendre les photographies, j'utilise cette console. Dans cette case ici, je mets le temps de pause qui m'intéresse, qui sont des temps de pause extrêmement courts. D'habitude, en astronomie, on compte les temps de pause en minutes. Autrefois, au temps je dirais, de la photographie argentique, on comptait les pauses en dizaines de minutes, voire en heures. Et là, maintenant, avec la technologie, on est quasiment voilà, à faire de l'instantané. Voilà. Et donc, au bout de 10 secondes de pause, vous pouvez voir, hop, ici, l'amas des Pléiades avec un certain nombre de nébulosités qui sont issues de la formation de cet amas de jeunes étoiles. On va dire que les amas ouverts, comme ici les Pléiades, sont en quelque sorte les boîtes de nuit pour les jeunes étoiles de notre galaxie, pour le dire avec humour. Ce que je propose, si Thierry est disponible, c'est qu'à son tour, il nous montre quelque chose le temps que je prépare vers l'objet suivant de cette observation. Sinon, j'enchaîne. Donc, moi, j'ai voulu faire les Pléiades aussi, mais malheureusement, je suis dans les arbres. Donc, je peux plus. Ah, C'est est-ce que fini, tu as... moi. Oui. Alors, je peux mettre autre chose. Mais je peux Ben, remettre la lune. Je peux remettre la lune, si vous voulez. remets donc, si tu veux, on va La revenir lune. un petit peu en arrière. La lune. Allez, si Attends. tu as La quelques lune. instants. Elle est là. Elle est haute dans le ciel, donc on peut la voir bien. Voilà. Elle arrive. On entend le bruit de ton télescope qui est en train de pointer. Alors toi, tu es à l'extérieur, tu es dans ton observatoire à l'extérieur. Effectivement, je suis Alors, dans ma cabane. T'es dans d'accord, le parce froid, que mon pauvre. Voilà. dans le froid, Non, alors que non, moi, non. je suis dans mon bureau, Eh bien ben, au chaud. écoutez-moi bien. Moi, il fait 34 où je suis. D'accord. D'accord. Donc, il fait très chaud. Ah bah oui. Dehors, il fait moins 3. Voilà la lune. Vous la voyez la lune? Je sais Non, pas, t'as pas partagé ton Alors, écran Ah, là. partager. partage ton écran. D'accord, ouais. C'est vrai qu'il faut partager l'écran. Partager, il est où là? Partager l'écran. Voilà. Tac. Là, voilà. Non, on n'a toujours pas ton écran. Ça arrive, ça arrive. Ah, ça y est. Voilà. Yes. Voilà. Bon. Alors, le problème, c'est que la brume est un peu venue, alors ça mange un petit peu la lune. Mais bon, ça fait un filtre.
Ça évite qu'elle soit trop lumineuse. Ah bah oui, effectivement. On voit les cratères, les impacts. On voit les mers, hein, la mer des crises, là. Mer de tranquillité. D'accord. Les Américains en 69 ont atterri ici, à ce petit point-là. Alors je vais zoomer, mais malheureusement, on peut pas. On peut On pas le voit voir. pas ce qui s'est passé, non. On verra pas le drapeau. Voilà. Parce que moi, j'ai des montagnes à côté de chez moi, donc tout le ciel, je dirais, à l'est, à l'ouest, est pratiquement bouché maintenant. Donc Orion, pratiquement, c'est fini pour moi. D'accord. Ah ben, si on a fini avec la Lune, dans quelques instants, ce qu'on va pouvoir proposer, justement, c'est de voir Orion. la nébuleuse d'Orion. Alors je vais voir si je peux encore la choper, moi. Je mets mon partage. Alors, à propos de Lune, Thierry, on a une question de Simon qui dit Oui. est-ce qu'on voit toujours la même face de la Lune? Alors, on voit effectivement toujours la même face de la Lune, parce qu'elle est synchrone avec la Terre. D'accord. Elle tourne de façon synchrone avec la Terre. Donc, on verra toujours la même face. Merci. Est-ce que ça répond à ta question, Simon? Ok. Alors là, pour voir exactement comment c'est l'histoire de synchrone, il faut se tourner autour de l'un des autres. Ça marche assez bien. Malheureusement, on ne peut pas le faire ici. Non, pas tout le temps, non. Donc là, Yves, tu es en train de nous pointer quelque chose d'autre? Oui, alors là, du coup, j'essaye. Hein, je vais essayer quelque chose. Ah oui, 10 secondes, c'est beaucoup trop. Je vais vous montrer donc dans un instant la nébuleuse d'Orion. Voilà, alors tout à l'heure, on était du côté des Pléiades. Alors là, dans la constellation du Taureau, maintenant, je vais pouvoir vous montrer la nébuleuse d'Orion dans la constellation d'Orion, qui est une nébuleuse diffuse dans laquelle naissent les étoiles à peu près 1600 années-lumière. Voilà. J'ai juste voilà, un petit réglage à faire encore pour que l'image soit jolie. Je préfère le faire un petit peu avant. Voilà. Parce que, ouais, il y a beaucoup de... D'accord. On va faire comme ça. Hop. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, tout d'abord, on va partager l'écran. Donc, le télescope est maintenant pointé vers la constellation de Orion, qui est ici. Si vous utilisez Stellarium, vous pouvez reconnaître ce petit dessin. Voilà. Et donc, sous la ceinture qu'on appelle aussi le baudrier ou les trois rois ou le râteau, voilà, vous avez donc le télescope qui pointe. Alors, dans un instant, je vais vous remettre la caméra histoire de voir à peu près dans quelle direction se situe voilà, l'objet. Donc, il est plutôt vers l'ouest maintenant. On va rebaisser la caméra pour ne pas éblouir le télescope. Et maintenant, ce que je propose, c'est que juste avec une pause de 2 secondes, c'est de voir ce qui va se produire en 2 secondes. Le temps de charger l'image. Alors là, il y a un petit peu plus, abracadabra. Vous allez voir l'image qui arrive en temps réel. Voilà. Donc, la nébuleuse d'Orion, c'est Messier 42, qui a été découvert en 1610, non pas par Galilée. 1610, c'est l'année des premières observations de Galilée avec la lunette, mais elle était découverte par un Français qui s'appelait Peiresc, un Provençal, voilà, et qui était un ami assez proche de Galilée, et qui, dès qu'il a appris l'existence de la fameuse lunette, l'utilisation astronomique, on va dire, de cette lunette d'approche, l'a fabriquée à son tour, et en pointant dans le ciel en novembre 1610, il a découvert cette magnifique nébuleuse. Voilà.
à Belgensier dans le Var. Je n'ai plus la date exacte, mais voilà. Donc, il s'agit de cet amas, cette nébuleuse diffuse dans lequel naissent des étoiles. Alors ici, en fait, cette partie est complètement saturée parce que le télescope est trop lumineux. Pour cette partie-là, il faudrait poser un petit peu moins. Et il y a une partie qui est plus sombre ici, parce que le nuage, en fait, masque la lumière de ces jeunes étoiles qui sont juste derrière. Et si on regarde une autre nébulosité ici, alors cette partie-là est très très bien visible lorsqu'on regarde avec bonheur en vrai dans un télescope. Mais juste à côté, il y a une autre nébuleuse qu'on voit plus en photographie, comme là, qui ressemble à une espèce de petit bonhomme qui est en train de courir, voilà, qui s'appelle voilà, la NGC 1977, voilà, la nébuleuse de l'homme qui court. Voilà. Alors, si je vous montre l'image de la galaxie, voilà, ici, donc le centre de la galaxie, notre Soleil qui se situe par là, vous voyez marqué Sun. Nous étions sur M45, et bien maintenant, Messier 42 est ici, dans cette zone juste à côté. Alors là, c'est l'homme qui court, 1975, voilà. Et Messier 42, je suis désolé, par rapport à la caméra, je ne regarde pas souvent la caméra, parce que je suis absorbé par l'écran. Donc Messier 42 est ici à 1600 années-lumière de notre système solaire. Voilà. La vue en direct. Voilà, on va laisser tourner en continu. Alors, excuse-moi Yves, je te coupe juste. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas tellement en astronomie, année-lumière, en petit résumé, Vas-y. 10 000 milliards de kilomètres. Par an. Voilà. En fait, la lumière… 10 000… Alors, pour préciser, si je dis par exemple que la nébuleuse d'Orion est à 1600 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire que la lumière qui est partie des étoiles qui sont dans cette nébuleuse, la lumière est partie il y a 1600 ans. C'est-à-dire que chaque année, la lumière se déplace déjà à peu près 300 000 km par seconde. Pas tout à fait. Donc, ça fait, sur une année, la lumière a parcouru, le grain de lumière, le photon a parcouru 10 000 milliards de kilomètres. Donc là, 1600 ans, ça fait déjà un petit moment que la lumière est partie. Et pourtant, à l'échelle de l'univers, c'est quasiment… c'est pas tout à fait instantané, mais presque. Voilà. Bien, voilà pour cette superbe nébuleuse. Ce que je propose, avant de passer à la suite, voilà, de repasser la main à Thierry. Ah, effectivement, moi j'ai Orion aussi, mais en plus gros, en zoomant. Eh bien, vas-y. Alors, je vais montrer ça. Donc, ça arrive. Attendez, je partage l'écran. Comme c'est une vue depuis le Vercors, est-ce que ça sera différent? Ah ben, vous allez voir ça. C'est la même chose que vous avez derrière moi, là. Si vous regardez à la caméra, c'est la nébuleuse d'Orion, voilà. Ouais, non saturé, c'est joli aussi. Ah ben non, ça a bougé là. Ouais. Là, j'ai bougé. Oui. Okay. Je reviens en arrière. Oh, je reviens en arrière. Ah, faut attendre. J'ai bougé tout à l'heure. Ça arrive. Là, il y a le temps de pause, là. Vous voyez, le temps de pause, il est là. Il reste 22 secondes. Comment ça se fait, Thierry, que chez toi, le temps de pause, il faut dépasser les 20 secondes? C'est au niveau des capteurs? Non, moi, je mets les temps de pause que je veux. D'accord. Mais là, j'ai mis 51 secondes. Au hasard. D'accord. À noter, par exemple, que là, pour avoir cette image, tu mets un certain temps, 51 secondes. Moi, j'ai mis 2 secondes. Effectivement.
La différence, c'est que j'ai une focale très, très grande et puis Donc, surtout, j'ai une ouverture très faible. Très, oui, très c'est plus faible. rapproché, mais Effectivement. voilà, il y a moins de lumière au Eh oui. départ. Et donc, bien sûr, toutes les images qu'on va voir ce soir, elles seront en noir et blanc, parce que ce sont des caméras noir et blanc, les caméras couleur. Alors, est-ce que ça prend plus de temps de traitement sur une caméra couleur ou c'est un choix esthétique de garder du noir et blanc uniquement? Non, c'était un choix. Ben là, c'était un choix technique parce que je me sers aussi de cet instrument pour faire d'autres mesures. Donc, un instrument noir et blanc me permet de faire des mesures que la couleur ne permet pas. Après, si je monte une caméra couleur que j'ai aussi, là, oui. L'avantage aussi, c'est que si on a un ciel un petit peu pollué, ce qui n'est pas mon cas là pour le moment, ou un peu voilé, on a un fond de ciel qui est plus joli que si on est en couleur, on a très vite des images instantanées où on a un ciel marron. Voilà, c'est pas très très heureux. Donc, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas à les poser, soit dans le chat, soit en prenant la parole. Vous avez tous la possibilité de cliquer sur votre petite icône en bas à gauche de votre écran, activer le son pour poser des questions. Alors, Simon nous demande si on pourrait voir les trous noirs. C'est trop noir. On les voit pas, par Voilà. définition. Ce qu'on voit avec les trous noirs, en réalité, c'est tout ce qu'il y a autour, parce que les trous noirs, ils ont tendance à accélérer le gaz qui est autour et du coup à l'échauffer. Et ce qu'on voit, c'est le gaz autour du trou noir. Et donc on devine que le centre de l'image, c'est le trou noir, mais on ne voit pas vraiment le trou noir. Regardez un détail. Oui, c'est dommage, il fait pas assez. On n'est pas assez tard, sinon il y avait une galaxie dans laquelle on peut voir un effet particulier. C'est la fameuse galaxie M87. Ah, 87, voilà. Voilà. Et puis sinon, il y a la galaxie de l'œil noir M64, Messier 64. Donc là, on était sur Orion. C'est bon pour toi, Thierry, là? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors, ce que je propose, là, on va essayer de faire maintenant une manip allez, un peu plus osée, puisque je vais vous montrer la suite de, on va dire, de la nébuleuse d'Orion. Mais je vais faire la manipulation, là, ce coup-ci, devant vous. Donc, vous allez voir bouger le télescope qui est là actuellement. Vous allez le voir bouger vers le nouveau pointage. Donc là, j'étais dans la nébuleuse d'Orion, Messier 42. Et là, maintenant, je vais pointer vers, pas loin, pas bien loin, vers cette étoile et vers cette nébuleuse qui m'intéresse beaucoup. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le temps de pointer le télescope. Vous voyez, il bouge très légèrement. Voilà. Si je décale, voilà, on voit qu'il va atteindre sa cible. Je vais donc enlever ma caméra de surveillance et faire une photo de, on va dire, 5 secondes pour voir ce qui se passe d'ici 5 secondes. Surprise. Voilà. Au bout de 5 secondes, nous obtenons cette magnifique image avec ici l'étoile très très brillante qui correspond sur notre à Alnitak, vous voyez là, qui est l'une des 3 étoiles du baudrier d'Orion, de la ceinture d'Orion. Et hop, on va voir, voilà. Ici, vous avez une nébulosité que les Américains appellent, les astronomes américains appellent la trace de Tank, qui ressemble plutôt à une flamme, vous voyez, qui est due, en fait, c'est une nébuleuse diffuse
devant laquelle qui est donc une nébuleuse qui est éclairée par de jeunes étoiles et devant de la poussière qui rend une partie sombre. Alors, on va pouvoir un petit peu changer le contraste. Au passage, un satellite vient de passer. Vous voyez le trait qui est là. C'est vraiment direct. Et si on regarde bien de près, ici, vous voyez quelque chose d'intéressant qui ressemble à une sorte de tête de cheval. Si on zoome un petit peu dessus, voilà. Vous savez, le jeu des petits chevaux, hop, quelque chose comme ça. Alors, je vais mettre un temps de pause plus long. Ouais, parce que là, avec la compression zoom, avec la compression, on ne voit pas faut grand-chose. le savoir. Hein, on va essayer 15 secondes. Si le fond de ciel est suffisamment sombre maintenant, 30 000... Ça risque d'être saturé là. Parce que là, c'est déjà très lumineux et il ne fait pas encore assez nuit. On va essayer, mais j'y crois pas trop. On devine une ombre, hein, mais... Oui. Non, là, il y a trop de... Là, c'est complètement ébloui. Alors, on va essayer 10 secondes. Encore 10 petites secondes. Vous voyez, ce n'est pas juste des diapositives. Là, c'est vraiment... On fait l'observation en temps réel. Une nébuleuse qui est difficile à observer. Celle qu'on vous a présentée avant, les Pléiades et la nébuleuse d'Orion, vous pouvez les voir avec un petit télescope ou même des jumelles sous un ciel un peu sombre, vous les verrez sans trop de soucis. Là, celle qu'on vous montre, la flamme et la tête de cheval, vous ne les verrez jamais avec des jumelles ou un petit télescope. C'est quasiment que en photo ou avec un temps de pause suffisant qu'on peut la voir. Voilà. Ouais, si, on devine. Ouais, plus maintenant, mais là, oui, on devine un petit peu. Voilà. Quand on le connaît, on le reconnaît. Voilà. Bon, voilà. Alors, j'en ai fait une photo, moi aussi. Mais alors, moi, c'est un zoom. C'est zoomé. Maximum sur tête de cheval. Eh ben, ce que je propose, c'est, on va déjà montrer sa position, c'est aussi toujours à peu près au même endroit. Hein. Vous voyez, le Soleil, les Pléiades, Messier 42, la tête de cheval, et ici, c'est IC 434, qui se situe à peu près dans la même zone, à 1400 années-lumière. Vous vous rappelez, la nébuleuse Messier 42, que vous voyez aussi derrière moi, elle est à 1600 années-lumière environ. Voilà. Et là, 1400 années-lumière. Donc, ça veut dire qu'elle est toujours dans à peu près, toujours dans le même coin de notre galaxie, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Alors, ce que je propose, c'est que si tu as la photo, Thierry. Je vous montre ça. Voilà. J'arrête le partage. Voilà. Ah, voilà. Là, voilà, elle est là. Ah, oui. Alors, vous voyez que le champ, moi, est bien plus petit. Vous voyez, on voit que la tête, en fait. La tête est là. Mais impossible de faire mieux, hein, parce que franchement, là, je suis à 50 secondes en binning 5-4-4, donc c'est horrible. Sur le maximum. On a Nicolas dans le chat qui nous demande de quoi sont faites les nébuleuses. C'est globalement c'est des nuages de poussière et de gaz, pour faire très simple. L'hydrogène. Alors, c'est essentiellement l'hydrogène à quasiment 75%. C'est de l'hydrogène, effectivement. Alors, on a l'impression qu'il y a beaucoup de gaz quand on regarde les images. En réalité, c'est très, très vide, hein, beaucoup plus vide que l'air qu'on respire. Mais comme ça s'étend sur des dizaines d'années-lumière, au total, ça fait quand même beaucoup et on les voit. Et il y en a plusieurs types. Donc, celle qu'on vous a montrée par exemple tout à l'heure, M42, c'est une nébuleuse diffuse. Là, la tête de cheval, c'est une nébuleuse obscure, donc noire. Ça rebondit un peu sur la question de tout à l'heure. Comment on fait pour voir un truc noir sur noir? Parce qu'en fait, derrière, il y a une autre nébuleuse qui, si on avait de la couleur, elle apparaîtrait rouge. Et du coup, la tête de cheval, qui bloque la lumière, du coup, on la voit bloquer la lumière de ce qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'on la voit. Pour préciser, la nébuleuse qui est derrière, en fait, pour une partie, elle est excitée par les jeunes étoiles. Elle est en fait illuminée par les jeunes étoiles. Et c'est pour ça qu'on peut la voir rouge. Et par effet de contraste, justement, donc on voit les nuages noirs qui sont devant. Voilà.
Alors, le télescope spatial Hubble a permis de voir à travers justement ces nébulosités noires en utilisant les gammes de l'infrarouge pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur des nuages. Et c'est là où on a découvert qu'il y a toute une variété de proto-étoiles, c'est-à-dire des étoiles qui n'émettent pas encore de lumière, ou qui émettent de la lumière, mais qu'on ne peut pas, qui sont trop jeunes et qu'on ne peut pas encore voir au travers de ces nébuleuses. Voilà. Ce que je propose maintenant, c'est de nous éloigner encore un petit peu plus dans la galaxie, d'aller un tout petit peu plus loin. On va aller du côté des Gémeaux. Voilà, Thierry, si tu veux. Voilà. Hop, on va repasser là. Je vais reprendre le partage. On va enlever. Voilà. Donc, on était donc dans la constellation de Orion ici. Et on va aller un petit peu plus haut dans le ciel, dans la constellation des Gémeaux, à cet endroit-là, voir un amas d'étoiles, de jeunes étoiles aussi, un amas ouvert, un petit peu comme celui des Pléiades, mais beaucoup plus condensé. Là, le temps que le télescope se mette sur la position. Nous allons faire une pause d'environ 5 secondes. Voilà. Les amas ouverts, typiquement, en général, ils ont entre quelques centaines et quelques milliers d'étoiles. Typiquement, c'est ce qu'on voit de manière standard dans les amas ouverts. Et c'est vraiment des étoiles qui sont liées par la gravité parce qu'elles sont proches. Elles ont également le même âge, elles sont nées à peu près au même moment, au même endroit. Alors, voilà l'image. Ce que je propose, c'est que là, vous voyez, mon télescope a pointé la main, mais par rapport au logiciel de simulation, alors déjà, le trait que vous avez ici, c'est un satellite artificiel qui tourne autour de la Terre, qui est en train de passer. Et là, vous voyez que la main n'est pas au centre il devrait être au centre de mon champ, et là, c'est absolument pas le cas. Donc, si je marque un réticule, vous voyez, il devrait être au centre. Ce n'est pas le cas. Donc, mon logiciel me permet, grâce à cet outil, de recentrer automatiquement lorsqu'il y a un petit décalage comme ceci. Il va prendre une image d'environ 2 secondes et il va calculer tout seul la position de cette image sur le ciel. Vous voyez qu'il y a une erreur de pointage ici. Cette erreur de pointage, en fait, il me la montre. Voilà, mon image initialement était comme ceci, était là. Et donc, il m'a bougé le télescope il va me recentrer l'image pour que l'amas d'étoiles que vous avez ici se situe bien au milieu du champ. On va voir l'effet dans quelques secondes. Alors, ici, il prend à plusieurs reprises. Voilà, on voit déjà que sur l'image secondaire que vous avez là, voilà, c'est tout bon. Donc maintenant, on va faire une pause de 5 secondes et vous allez voir notre amas Messier 35 qui va être au milieu du champ. D'ici une poignée de secondes encore. Pendant ce temps, on peut répondre à la question de Simon qui demande est-ce qu'il y a un code pour nommer les étoiles? Oui, il y en a même plus qu'un, il y en a plein. Malheureusement, il y a plein de codes. Il y en a plein. Le plus connu, c'est celui qui commence par M. Le M veut dire Messier, Charles Messier. C'est un astronome dans les années 1600, 1700, quelque chose comme ça, je crois. Alors lui, son dada, c'était 1700. 1700, voilà. C'est même 1780. C'est même la fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est ça, effectivement. Et alors, du coup, lui, il cherchait les comètes. Donc, il s'est amusé à répertorier tout ce qui n'était pas une comète dans son catalogue. Et aujourd'hui, on se sert de ce catalogue pour repérer tous ces objets. Et effectivement, après, d'autres catalogues sont venus. Donc, dans le catalogue Messier, il y a à peu près 110 objets. Et il y a d'autres catalogues. Un autre qui est très connu, c'est le catalogue NGC, New General Catalogue, qui doit contenir quelque chose comme 7000 objets. Et puis plus récemment, tous les satellites qu'on envoie dans l'espace qui trouvent de nouvelles étoiles ou de nouveaux objets
vont les répertorier dans un catalogue qui leur est propre. Et donc, vous avez plein de catalogues, ICI, Parcos, HD, Caldwell, il y en a plein. Pour la petite histoire, Messier, donc, en fait, il pointait les taches floues dans le ciel. Et l'idée de son catalogue, c'était de faire la différence entre une comète qui se déplaçait par rapport aux étoiles, qui est beaucoup plus près, puisqu'elle fait partie de notre système solaire. Et pour ne pas se tromper, comme il avait une petite lunette, pour ne pas se tromper entre deux taches floues, les taches floues qui ne se bougent pas et qui sont toujours aux mêmes endroits, il avait fait son catalogue. Après est arrivé un certain Herschel, à la toute fin du XVIIIe siècle, qui a fait un catalogue d'étoiles, d'objets beaucoup plus conséquent, puisqu'il a connu le catalogue de Messier, mais lui, en un an, au lieu de mettre 110 objets, il a mis à peu près plus de 2000 objets. Et son fils a appelé, donc, qui a pris la succession de son père dans l'observation du ciel, a publié ce catalogue qui s'appelle le General Catalogue, et qui a été révisé à la fin du 19e siècle pour s'appeler le New General Catalogue, double nom, NGC. Voilà. Alors, c'est assez intéressant, maintenant que vous voyez notre amas d'étoiles, Messier 35, à côté, il y a un autre amas là, qui est 10 fois plus loin que Messier 35. Ce que je vous propose, c'est une petite vue toujours de notre galaxie, de nos objets. Alors là, nous avons à voir Messier 35 qui est entouré là, vous voyez, qui est à 2200 années-lumière, qui est un petit peu plus loin que la nébuleuse d'Orion, par exemple, mais beaucoup plus loin, 10 fois plus loin. Vous avez notre autre objet qui s'appelle NGC, justement, 2158, qui a été découvert par William Herschel. Et vous voyez qu'il est déjà dans un bras plus éloigné de notre galaxie. Voilà. Et pour donner une idée des distances, Messier 35 est à 2200 années-lumière et NGC 2158 est à 13 000 années-lumière. Donc, vous voyez, petit à petit, on s'éloigne du bord de notre bras déjà de la galaxie, et puis de la galaxie petit à petit, puisqu'après, nous allons nous échapper de la galaxie pour aller voir d'autres galaxies. Voilà. Thierry? Oui, si je vais monter voilà. M35 en zoom. Vas-y. Allez, hop, c'est parti. Là, on peut prendre une question également. Est-ce que les nébuleuses changent de forme? Ah oui, absolument. Avec le temps, elles vont changer de forme. Alors, c'est avec le temps très loin, on est plutôt sur des millions d'années, peut-être un peu moins si éventuellement, mais notamment les nébuleuses qui sont des pouponnières d'étoiles, où il y a des étoiles qui naissent. Assez rapidement, ces étoiles, quand elles commencent à émettre des rayonnements énergétiques, ça va tendance à désagréger un petit peu la nébuleuse. Donc, au fur et à mesure, elle va un petit peu se dilater et disparaître. Pour la tête de cheval en particulier, je ne sais pas, vu que c'est une nébuleuse obscure, donc il n'y a rien qui naît dedans, mais il y a de bonnes chances que, comme toutes les nébuleuses, elles finissent par elle va évoluer, oui, bien sûr. Elle va forcément évoluer de toute façon, puisque tout bouge dans l'espace. Rien n'est jamais figé. De toute façon, oui, de toute façon, la tête de cheval, on la voit de chez nous, tête de cheval, mais si on était ailleurs, on verrait une tête de cochon, peut-être. D'accord? C'est relatif ce qu'on voit. C'est ce que l'homme peut imaginer. D'accord? Tête de cheval, parce qu'on est situé ici. Mais on serait ailleurs dans l'univers, on verrait autre chose. Donc ça, c'est toujours M35, mais bon, c'est un amas ouvert, et moi, je ne vois que quelques étoiles. On voit pas grand-chose. On peut déjà, si on s'amuse juste sur ton image à les compter, il y en a déjà quelques-unes. Ouais. Imaginez, il y a un siècle, un peu plus d'un siècle, ceux qui s'amusaient à dessiner ce qu'ils voyaient au télescope. Là, c'est tout à fait une vision typique qu'on pourrait voir même dans un petit télescope d'amateur. Imaginez dessiner une nébulosité de ce type. Ok, je propose maintenant d'aller pour que le tour ne dure pas des heures non plus, d'aller beaucoup plus loin maintenant et puis
d'observer d'autres galaxies. Laquelle? Eh ben, alors, déjà, à propos de galaxies, voilà, une vue de l'extérieur qu'on ne pourra jamais voir puisque nous sommes à l'intérieur de la Voie lactée. Et là, je propose d'aller nous promener du côté de la Grande Ourse pour voir deux galaxies qui sont très belles, qui sont Messier 81 et Messier 82. Voilà, dites les galaxies de Bode. Alors, on va se promener entre les deux. Voilà, on va centrer par là. On va pointer le télescope. Et pour le petit spectacle, tant qu'à faire, voilà, vous avez le télescope qui se déplace donc automatiquement dans la zone. Je ne dis pas exactement sur les galaxies parce que vu que le télescope a un mouvement assez important, il y a de fortes chances qu'il pointe juste à côté de l'endroit souhaité. Donc en général, on va utiliser notre système maintenant automatique de recentrage. Avant, on utilisait une petite lunette qui était à côté il fallait être à côté du télescope. On utilisait cette petite lunette qu'on appelle un chercheur pour tenter de centrer l'objet dans le champ de la caméra ou dans le champ de l'oculaire. Aujourd'hui, avec les outils que nous avons, on utilise le recentrage astrométrique. Je vais le faire directement pour ne pas avoir de soucis. Donc, on va attendre quelques secondes. Il va faire une pause en fait de 2 secondes. Alors, il faut juste que j'arrête la cadence des images en cours. Voilà, hop, c'est parti. Il va nous faire une pause de 2 secondes. C'est parti. Pendant que la pause arrive, il y a Simon qui souhaiterait voir toutes les galaxies possibles. Donc, on est là jusqu'au bout de la nuit et voire plus. Largement. Et qui nous demande si toutes les galaxies ont la même forme. Alors, non, absolument pas justement, toute la même forme. Hein. Non. On va le voir, justement, c'est très intéressant. Alors, vous voyez, par exemple, ici, le télescope pointé largement à côté, hein, plusieurs champs à côté. Donc, on va lui laisser faire son petit travail. Et on va voir que les galaxies, non seulement elles n'ont pas la même forme, mais on ne les voit pas sous le même angle. Il y en a qu'on voit de face ou de profil, d'autres de 3/4, ça dépend. Voilà. Il y en a qui ont des formes plutôt, là, comme on peut le deviner, qui sont plutôt spiralées. Il y en a d'autres qui seront plutôt de forme elliptique. Il y en a qui auront des formes complètement irrégulières. Il faut se rappeler qu'une galaxie, c'est comme la Voie lactée, c'est un ensemble de milliards et de milliards d'étoiles, de centaines de milliards d'étoiles. Voilà. Donc, nous sommes dessus. On va mettre une pause on va mettre 10 secondes parce que ce sont des galaxies quand même. Donc, c'est déjà des choses plus faibles, des objets plus faibles. Alors, elle est située à environ 12 millions d'années-lumière. Tout à l'heure, vous vous rappelez, l'amas des Pléiades était à 440 années-lumière. Là, on est à 12 millions d'années-lumière. Donc, on a changé d'échelle, on est beaucoup plus loin dans l'univers. Voilà nos deux galaxies. Donc, vous en avez une qui est plutôt, alors je ne sais pas avec la compression d'image comment ça va rendre. Alors, vous en avez une qui serait plutôt vue de face et l'autre sur la tranche. Voilà. Comme ça, pour voir un petit peu. Ah, non, c'est moins bien. Donc, vous avez Messier 81 qui est en haut. Et une autre galaxie, Messier 82, on va mettre un temps de pause un peu moins long, parce que là, visiblement, c'est déjà un peu saturé. Si je zoome, par exemple, sur Messier 81, vous voyez bien les bras spiraux. Voilà, 2 bras spiraux avec une espèce de barre au milieu. Donc, c'est une spirale barrée. Ouais, pardon, c'est 81. Voilà. Là, on la voit moins bien. Mais si j'ai mis un temps de pause plus court, c'est pour vous montrer Messier 82, qui est une galaxie qu'on voit plus sur la tranche et qui a
une partie un plus irrégulière en son centre. Et il y a quelques années, en prenant une photographie de cette galaxie, on pouvait voir pendant quelques semaines une étoile qui avait explosé, qu'on appelle une supernova, qui a brillé extrêmement fort, presque aussi fort que la galaxie elle-même, pendant quelques jours avant de disparaître et qui est complètement invisible. Donc si je remets une pause, une quinzaine de secondes, on va dire, pour avoir une image un petit peu plus contrastée, on va retrouver les bras spiraux de notre galaxie Messier 81. Voilà. Alors, ce qui est absolument magique aujourd'hui, je vais vous montrer ce document dans quelques instants. Je vais le temps de le chercher dans mon ordinateur. Je vais laisser après la place à Thierry, le temps de chercher ce document. Je vous parlerai de cette manière assez particulière d'observer à distance. Donc voilà, Messier 81, avec des bras spiraux, et qui a une dimension d'une taille absolument colossale, et qui est situé dans une constellation qu'on connaît bien, qui s'appelle la Grande Ourse, la fameuse Grande Casserole. Voilà. Bien, je passe la main à Thierry. Ok. Si tu as quelque chose. Donc, j'ai 81. Voilà, Ah, voilà. 80. Vas-y. Attends, je monte ça. Alors, tac, voilà. Voilà ce qu'on peut voir. M81. Bon. On voit pas grand chose. Ouais, c'est pas foufou là. Ah non, non, on voit rien du tout, on voit que le cœur. Parce que j'ai une temps de pause de 50 secondes. Binig 1, bon, c'est pas extra. Et il faut dire que moi, j'ai une focale très grande. Ah, oula. Là, ce qui s'est passé, bon. Non, c'est pas grave, ça. Et tac, on revient. Les aléas du direct. Et là, non, c'est bon. Là, c'est le satellite qui est passé. 2 satellites, même. 2 d'un coup. On a le temps pour une petite question. Il y a Gilles qui nous demande qu'est-ce qu'on trouve au milieu d'une galaxie, et Simon qui nous demande quand aura lieu la prochaine supernova. On va commencer par la première des deux questions. Qu'est-ce qu'on trouve au centre des galaxies? Alors, dans la plupart des galaxies, on va trouver un trou noir supermassif. Alors, ça fait super peur. Alors, c'est des trous noirs qui sont vraiment énormes, plusieurs millions de fois la masse du Soleil, par exemple, et qui ont tendance à attirer tout un tas d'étoiles autour. Et c'est pour ça que les centres des galaxies sont très, très brillants. Il y a un trou noir et plein d'étoiles autour. Et c'est d'ailleurs très, très difficile à observer le trou noir, parce que toutes les étoiles qui sont autour nous masquent le centre. Et si vous aviez suivi d'ailleurs dans l'actualité il y a quelques mois, la communauté internationale avait publié une photo d'un trou noir supermassif au centre d'une autre galaxie, Messier 87, où on voyait, alors évidemment pas le trou noir, mais la petite couronne de gaz autour. Et c'était la toute première fois qu'on voyait un trou noir et le centre d'une galaxie, vraiment en photo directe. Et la deuxième question était, à quand la prochaine supernova? Alors ça, bien malin qui pourra le prédire. En général, quand on dit ça va arriver prochainement, c'est sur plusieurs millions d'années, hein, globalement. Donc, voilà, ça de précision. Ça dépend où. Dans la Voie lactée, effectivement, la prochaine supernova, ça peut arriver demain comme dans très longtemps. Par contre, des supernovas dans d'autres galaxies, je ne dirais pas qu'on en observe tous les jours, mais presque. Mais simplement, elles sont dans des galaxies tellement faibles que il faut des instruments extrêmement puissants pour pouvoir les détecter. Alors voilà, le Messier 82, tu peux dire quelque chose dessus, Thierry? On l'appelle la galaxie du cigare aussi. Cigare. Bon. Quelle forme d'un cigare? Effectivement, son cigare. Bon. Alors effectivement, et à cet endroit-là, j'avais vu aussi une supernova. Oui. Et le cœur, là au milieu, là justement, il y a une partie plus sombre. Ici, à cet endroit-là, de chaque côté, il y a des éjectats de poussière, de matière, d'étoiles, de tout ça, qui sont justement dus à un trou noir central très hypothétique, mais dont
la présence est de plus en plus probable, mais qu'on n'observe absolument pas en visuel. Ce que je propose maintenant, c'est de passer sur une galaxie qui a une autre forme, toujours un couple de galaxies différentes, qui est la galaxie dite des chiens de chasse, oui, Messier 51, qui est dans les chiens de chasse, qui va se situer quelque part ici, dans la queue de la grande ours. On va pointer, on va aller dessus. Donc on va remettre la caméra. On va vérifier qu'au passage le télescope n'est pas en train de se faire des nœuds avec les câbles. C'était au départ l'objet de la caméra de surveillance. Voilà. Donc visiblement, il est sur la zone. On va lui demander de vérifier le centrage. Toutes ces opérations qu'on fait maintenant avec quelques clics de souris, il y a une quinzaine d'années en arrière, on le faisait, mais bien au froid, c'est-à-dire que là, il doit faire 2 degrés dehors. Et puis, manuellement, avec des résultats, je dirais, parfois un petit peu aléatoires, selon l'habileté de l'observateur, et aussi un petit peu de chance et la qualité du ciel. Tout cela, aujourd'hui, est possible de manière complètement automatique, et c'est vraiment une très, très grande avancée. Est-ce que du coup, tu fais encore des soirées manuellement, on va dire? Alors oui, bien sûr, tout à fait, oui. Parce que, bon, rien ne remplacera, je dirais, l'observation à l'œil. Pour moi, c'est un petit peu comme la navigation en bateau. Il y a la navigation à voile et le hors-bord. On ne va pas à la même vitesse, mais les deux sont très, très agréables. Et l'observation à l'œil, être juste en train d'observer le ciel avec ses propres yeux, non pas par l'intermédiaire d'un écran, mais directement, c'est une autre émotion, quoi. Ouais, Même tout si, est avec magique, c'est les sûr. yeux, en fonction du télescope, du ciel, etc., les performances sont bien plus, sont pas aussi spectaculaires. Voilà. Alors, il y a un petit document que vous avez vu passer par erreur, mais au passage, allez, je vous le montre quand même. Ce que nous sommes en train de faire ce soir, eh bien, un célèbre astronome américain, Donald Menzel, l'avait imaginé de manière hallucinant en 1928, en février 1928. Il avait publié dans une gazette scientifique grand public que l'invention de la télévision allait pouvoir permettre de percer les secrets des étoiles. Alors, il avait imaginé qu'on pointait la planète Mars avec 3 télescopes pour donner les couleurs. Hein. Voilà. À l'heure où Internet, en 1928, vous pensez, n'existait pas. Voilà. Et puis, il reprojetait l'image avec un système de télévision de vidéoprojecteur, voilà, pour pouvoir commenter les images que nous faisons ce soir. Voilà. C'était en 1928, donc bientôt 100 ans plus tard, ben voilà, nous y sommes. C'est quand même, c'est beau comme idée. Donc là, nous y sommes. La galaxie doit être largement arrivée. Oui, tout à fait. Alors, on va choisir de mettre des contrastes un peu meilleurs. Voilà. Hop. Mais non, c'est pas joli ça. Voilà. On va essayer de faire mieux. C'est un peu dur comme image. Donc voilà, la galaxie avec la compression, c'est pas terrible quand même. Ah oui, je vais faire ça. On va faire comme ça. Oui, beaucoup mieux. Des fois, ben, vous voyez, il faut un peu utiliser le... Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc, il s'agit de la galaxie spirale dite des chiens de chasse, Messier 51.
Alors, j'ai pas mes petites notes là sous la main pour celle-là. Si quelqu'un a la distance, Je sais plus. Moi, je suis là. allez. J'essaie d'améliorer l'image au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que Distance, Guillaume, c'est à tu peu pourrais près. répondre à la question de Nicolas? Combien y a-t-il de galaxies qui ont été répertoriées en tout cas? Oula, beaucoup. Vraiment beaucoup. Alors j'ai pas le chiffre en tête, mais on est entre le millier et le million, enfin pour l'ordre de grandeur, en milliers beaucoup plus, centaines de milliers ou millions. Mais voilà, il y a des satellites qu'on a envoyés dans le ciel dont le but c'est de trouver des galaxies, en continu et on en trouve énormément, énormément. Et pour dire enfin, il suffit de pointer n'importe quel endroit dans le ciel et à peu près vous allez être sûr de trouver des galaxies que vous connaissez pas. L'expérience avait été faite il y a quelques années de prendre, c'était avec Hubble, il me semble, de pointer un endroit où il y avait supposément rien de connu dans le ciel, un endroit où c'était tout noir. On a zoomé au maximum, au maximum, au maximum. On a fait une photo et on s'est aperçu que cette photo, on voyait quelque chose comme 10 000 galaxies, tout inconnues donc, ce qui laisse supposer que voilà, il y a une quantité pharaonique de galaxies. Donc, alors, je ne sais pas combien on estime qu'il en existe, peut-être 1000 milliards ou 2000 milliards en tout. Donc, on est évidemment très très loin de toutes les connaître. Et donc, on en connaît, voilà, combien, j'ai pas le chiffre, mais à vue de nez, je dirais autour du million peut-être. Un bon paquet, quoi. Un bon paquet. ce qui est cette année, enfin non, c'était l'année dernière, on fête en fait le centenaire du concept même de galaxie, puisque avant 1920, avant Edwin Hubble, quand on pensait qu'il s'agissait de nébuleuses spirales, donc ça faisait partie, grosso modo, de la Voie lactée. Et en mesurant les distances, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'objets beaucoup, beaucoup plus loin, voilà, qui étaient elles-mêmes des galaxies, donc des sortes de voies lactées, en simplifiant. Voilà. Et d'ailleurs, Ça veut quand dire on que prend c'est assez récent quand même qu'on sait qu'il y a des galaxies en dehors de la Voie lactée. le concept de galaxie, voilà, date de 1920. Alors, ce qui est absolument hallucinant, c'est que par exemple, Einstein, quand il a sorti la théorie de la relativité en 1915, ne connaissait pas encore, comme tout le monde, le concept de galaxie. Quand on met les choses en perspective, d'un point de vue historique, c'est intéressant. La relativité générale est sortie avant le concept de galaxie. Surprenant. Voilà. Donc, vous voyez, les galaxies, comme elles sont très loin, vous voyez, même sur le champ du télescope, vous voyez, elles paraissent déjà toutes petites. Voilà. On va avoir une dernière série, hein, mais Thierry, en attendant, je te repasse la main. Je vous montre M51, je vais monter Voilà. M51. En gros. Celles-là, effectivement, en particulier, sont en interaction. Hein. Celles qu'on vous a montrées, par exemple, Voilà. tout à l'heure, 80-82, sont globalement voisines, hein, comme nous et Andromède. Mais celles-là, M51, elles sont vraiment en collision, là, l'espèce de bras. Il y a un petit bras de poussière qui relie les deux. C'est vraiment un bras qui relie les deux. Elles sont en interaction gravitationnelle constante. Et les deux ont probablement un trou noir supermassif au centre, qui sans doute fusionnera un jour, dans quelques millions d'années. Alors Milliards, peut-être. cette galaxie pour moi est très particulière parce que un soir, je faisais de la photo et puis je faisais des pauses, ça faisait 1 heure de pause déjà. Et puis des nuages sont passés. Et donc je lui ai arrêté. Et puis une demi-heure plus tard, j'ai vu la pause. Et ici, il y avait un énorme point blanc. C'était une supernova qui est apparue en direct. Et à 1 heure près, c'est moi qui a mis mon nom dessus. Malheureusement, il y a un autre Français qui a mis son nom à la place. Pas de chance, à cause des nuages. Incroyable ça. Ça m'a mis en fureur à cause des nuages. Voilà. Alors, il y a Aline qui nous demande si en termes de pollution lumineuse ou de nuages, est-ce que vous êtes gêné dans vos observations par les satellites Starlink? Non. Oui, quand on fait des images, oui. Moi, personnellement, j'en ai jamais vu encore. Moi, j'en ai déjà vu passer, et comme j'ai un grand champ, j'en ai déjà vu passer, ça me fusille complètement les images, puisqu'au lieu d'avoir même un trait sur une image, j'ai carrément une dizaine de traits. Voilà, ça m'est arrivé d'avoir
toute une série d'images à jeter, quoi. Ouais. Ça va pas aller en s'arrangeant parce que bon, il n'a pas fini d'envoyer tous ses Starlink et puis Amazon va envoyer le sien. L'Europe commence à s'intéresser aussi à sa constellation de satellites. Donc ça va être de pire en pire. Et avant tout cet épisode de satellites, eh bien, on estimait avant toutes les Starlink qu'il y avait à peu près 12 000 satellites qui tournaient autour de la Terre et dont les 2 tiers étaient des poubelles, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'un tiers des satellites qui étaient fonctionnels. Donc c'est pour vous dire maintenant tout ce qu'on a au-dessus de nos têtes, c'est pas mal. Voilà. En termes de pollution. Voilà. Pas qu'il y ait pour le moment vraiment de réglementation sur. Alors il y a des réglementations sur qu'est-ce qu'on peut mettre à quelle orbite, mais bon, néanmoins, rien n'empêche une entreprise de lancer sa constellation de satellites aujourd'hui. Et puis bon, voilà, au niveau international, en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui coordonne ça. Ça viendra sans doute un jour, mais d'ici là, il y aura beaucoup de satellites qui auront déjà été envoyés. Et d'ailleurs, ils commencent à se battre pour les orbites. Amazon et SpaceX se battent, commencent à se battre pour la même orbite de leur constellation de satellites. Ok. Alors, j'ai un tout petit peu anticipé pour le groupe de galaxies suivantes. Eh bien, il s'agit des galaxies qu'on va retrouver dans le Lion. Alors, je vais voir si le télescope a bien pointé ou pas. Donc, il s'agit ici de la constellation du Lion et j'ai pointé un endroit qui s'appelle Messier 65 et Messier 66. Il s'agit de ces 2 galaxies qui sont là, voilà, qui sont au-dessus de la constellation en dessous, juste en dessous, voilà, vers l'arrière-train de la constellation du Lion. Alors, nous allons voir ce que ça donne. Eh bien oui, voilà un champ de galaxies. Alors là, pour le coup, on en a 3 pour le prix d'une. Elles ne sont pas tout à fait centrées, alors on va en profiter pour centrer l'affaire. Mais déjà, on peut déjà montrer. Donc, les formes de galaxies, on parlait tout à l'heure, il y en a qui ont plutôt une forme vue de face, je le disais, plutôt spirale, vue de 3/4, et puis là, carrément vue de profil. Cette galaxie qui s'appelle NGC 3628 est intéressante parce qu'on voit une bande de poussière qui traverse toute la galaxie. Là. Alors, ce n'est pas qu'un petit nuage de poussière, hein, il s'agit carrément d'un ensemble. Et de chaque côté, une partie assez irrégulière. Voilà. Et cette galaxie a été, de manière humoristique, appelée la galaxie du hot dog, en fond, vu sa forme. Voilà. C'est très culinaire, les galaxies. Hein. Galaxie du trognon de pomme, du hamburger. Ah oui, on peut y aller. Vous Oui. avez faim à l'époque. Alors, on va refaire une image d'une quinzaine de secondes. Il reste encore voilà, le temps de télécharger l'image. Depuis le fin fond du jardin jusqu'à l'ordinateur. Voilà. Alors, on va changer un petit peu les contrastes. Voilà. Contraste comme ceci. Ils font globalement partie du même amas de galaxies qui se situe à peu près à 35 millions d'années-lumière de chez nous. J'essaie d'avoir une vue un petit peu plus sympa. C'est ce qu'on appelle le triplé du lion, hein, on est d'accord? C'est ça, oui, tout à fait. Voilà. Il y a beaucoup de galaxies dans le Lion, c'est une bonne constellation pour aller chercher des galaxies.
Et le Lion, c'est une constellation du printemps, donc c'est pas mal pour aller chercher des petites galaxies sympas comme ces trois-là. Comme ces trois-là, il y en a une autre, pour terminer, il y en a une autre que je peux vous montrer aussi, où il y a eu une supernova aussi, Messier 95. Mais Thierry, si tu as une autre image avant de nous montrer. Bah, elle est pas belle. Parce que franchement, j'ai M66 là, mais je vais vous montrer ça. Ouais. Voici M66 au télescope, mais bon, Alors, pas attends, terrible. j'arrête le partage, voilà. Tac, partage, voilà. Voici M66. Il y a un petit peu de brume ce soir, hein. Je vois que Ouais. mes images sont assez voilées aussi Ah par bah, moi, rapport à hier soir. c'est pas bon, moi. Voici M66. J'aurais dû mettre M65, c'est plus visible. Je vais essayer de mettre M65, ça. Vas-y, je te laisse faire. Pendant ce temps, je vais vous pointer un Messier 95. Je fais remarquer que mon télescope est bien réglé parce qu'il centre tout au centre pour l'instant. J'ai rien triché. J'ai pas triché. Contrairement à moi qui trichais Moi, honteusement depuis un moment. non, mais franchement, Depuis le début. honnêtement, j'en reviens pas. Parce que c'est un coup de chance. Hein. Habituellement, c'est toujours décalé. Là, c'est tout au centre. Mais cela dit, tu as vu avec la technique, maintenant, on utilise le Ouais, recentreur automatique et le décalage, c'est gentil, mais ouais. Ah bah ouais, c'est bien. c'est une des dernières des innovations majeures des 5 dernières années dans l'astronomie amateur. Ouais, il faut que mon logiciel s'y mette aussi parce que pour l'instant, il n'y est pas. On peut répondre pendant ce temps effectivement à une question. Qu'est-ce que cela veut dire de faire une photo avec un temps de pause de 10 secondes ou 2 secondes? En fait, ça signifie que pendant ce temps-là, votre capteur va capter de la lumière en continu pendant ces 10 secondes. Et à la fin, sur l'image que ça vous produit, vous allez restituer toute cette lumière. Ce que l'œil humain, par exemple, n'est pas du tout capable de faire. En 14 secondes, je devrais arriver. Voilà, et donc du coup, quand tous les objets sont peu lumineux, il faut faire des pauses longues pour capter suffisamment de lumière qui vient de cet objet et arriver à l'afficher sur une image. C'est pour ça que à l'œil nu, quand on regarde à l'œil nu dans un télescope, on est forcément limité par le fait qu'on ne peut pas faire un temps de pause avec notre œil. Il y a des choses qu'on ne fera sortir qu'en photographie, comme la tête de cheval de tout à l'heure. Toujours le même truc. C'est pas terrible, pas terrible. Mais c'est au centre, toujours au centre. C'est déjà bien. Voilà. Voilà. Il y avait une galaxie aussi là. Mais une galaxie j'aime bien, c'est celle-ci. Je vais montrer ça. Je fais celle-ci. Alors, NGC. C'est 2903. Ah bah oui, vas-y, je te laisse faire. Excellente idée. Celle-ci, elle est jolie. Pendant ce temps-là, on peut continuer. Est-ce que l'univers est en expansion? Oui, absolument, il est en expansion. Et pire que ça, son expansion est même en train de s'accélérer. Et ça, notamment, on le doit à Hubble. Enfin, c'est lui qui l'a trouvé à l'époque. On va mourir. Non, on va pas mourir. La fin de l'univers n'est pas prévue pour tout de suite. Et de toute façon, on ne sait pas comment ça va finir. Mais voilà, on aura la Terre, le système solaire, tout ça sera fini bien avant que l'univers termine à cause de l'expansion. Alors, ça me pause. Et c'est parti. Alors pour moi, il faut toujours temps de pause très long. Bien plus long que Yves. Parce que plus c'est ouvert, plus il y a de lumière. Moi, c'est peu ouvert, donc il y a peu de lumière. Donc il faut un temps de pause plus long. En fait, pour expliquer, c'est un principe photographique. On fait un rapport entre la focale, c'est-à-dire la capacité d'agrandissement des images, et le diamètre, ce qu'on appelle F divisé par D. Et plus ce nombre est grand, plus l'image va être grande, mais plus le temps de pause va être long pour avoir l'information. Dans mon cas, le rapport focal sur diamètre est très court. Il est à environ 2, ce qui fait que ça me permet d'avoir des images lumineuses extrêmement rapidement.
Par contre, je vais avoir des images qui ne seront pas très, très résolues, c'est-à-dire des petites images. À l'inverse de Thierry, qui il faut des temps de pause plus longs, mais avec une résolution sur l'image beaucoup plus importante. Voici la galaxie, donc NGC 2903, dans la tête du lion. J'ai un petit bug au passage, donc je vais passer sur mon deuxième écran en espérant que tout se passe bien. Je vais passer sur mon comme j'ai fait hier soir. Je vais devoir passer sur le deuxième écran, sur le deuxième ordinateur. Je vais augmenter le temps de pause, moi. Pour faire... On va tenter le coup. À moins que non, c'est bon. Ça devrait être bon. On va garder le premier. Il a mis du temps. Voilà. Mais ça devrait fonctionner. Si on ne fait pas de caprice. En fait, il faut être patient parfois avec l'informatique. Là, je la fais sans suivi, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Une minute 10 de pause, pas mal. D'accord, c'est dans 2 secondes. C'est bon, la situation est rétablie. Après, pour voir à quoi ça ressemble quand on regarde à l'œil dans un oculaire, je vous invite à rejoindre ou à aller dans des clubs amateurs qui ont déjà du matériel et pour regarder à quoi ça ressemble quand on regarde juste avec l'œil. Et vous verrez qu'on voit déjà des choses quand même sympas. On n'est pas forcément obligé de Déjà faire des temps beaucoup de de pause choses, pour oui. voir des choses. C'est plus beau quand on fait des temps de pause, mais à l'œil nu, on voit quand même. On voit les galaxies, on distingue un petit peu leur forme sous un ciel noir, hein, qu'on s'entende, pas en ville, mais on voit des choses. Ouais, intéressant. Ça arrive. Voilà. Dernière Oh, seconde. joli. Là, voilà. Voilà. Attention, ça charge. Ça va arriver. Un peu long. Ah, bah voilà. Ah, bah, les étoiles sont... Pour 1 minute 10, je trouve que les étoiles sont assez rondes. Ah oui, tout à fait. Franchement, pas trop mal. Et on voit quand même mieux la structure de la galaxie. Voilà. Alors, le ciel se voile un petit peu chez moi, mais on va en profiter tant qu'on voit encore quelque chose. On parlait de galaxie. De formes différentes aussi. Là, on a surtout vu des spirales. Ah, Donc, mais j'arrête. voilà. Okay. Hop. En voilà une qui a une forme un petit peu particulière. C'est sur laquelle? Un Messier 95, toujours dans le Lion, pas très loin, qui a une forme de H, voilà, qu'on voit un petit peu comme ça. Alors là, le ciel se voile. C'est pour ça que l'image est un peu plus dégradée. Elle est très bruitée. Et ouais, c'était il y a 5 ans en arrière, il me semble. Il y a une étoile qui, pareil, une supernova qui a explosé dans cette galaxie. Alors, ce qui était un petit peu fou, c'est que j'ai réussi à faire une image assez vite dans les heures qui suivent. J'ai reçu un mail comme quoi il y avait une supernova dans cette galaxie. Je n'étais pas à la maison, mais j'avais déjà automatisé un télescope. Donc, j'ai pu faire la photo en utilisant mon télescope à distance, comme je fais ce soir avec vous. Voilà. Et si je dézoome le champ, regardez, il y a une autre galaxie juste à côté. Voilà. Le Messier 95, ici c'est Messier 95, mais ici c'est, de mémoire, c'est Messier 96. Voilà. Alors quand on regarde dans un télescope, au départ, je veux dire, on voit 2 taches comme ça. Après, pour voir des détails, il faut soit avoir un très gros télescope qui fait plus de 50 cm de diamètre, vous imaginez le monstre, voilà, ou passer par la photographie comme là. Voilà. Alors, pour vous montrer,
Messier 95 se situe dans la constellation du Lion. Voilà, à peu près au milieu. Là, voilà. Et donc, Thierry, toi, tu nous montrais 2903, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. 29, la galaxie NGC 2903 se situe dans la tête du Lion à peu près par ici. Alors, vous voyez, ça, c'est l'habitude de l'observateur, je dirais, qui connaît ses cartes et qui pratique l'observation visuelle. La galaxie 2903, bah, c'est celle-là. Voilà. Elle est là. Elle n'est pas du tout visible à l'œil nu, parce qu'à magnitude 9,8, il faut déjà, même aux jumelles, on ne la voit pas. Il faut déjà un télescope pour pouvoir la pointer. Voilà pour ma part. Je repasse la main à Thierry. J'essaie de choper notre galaxie. Dernier objet. Je vais faire 95. Voilà. Mais j'ai peur que le ciel se couvre chez moi. Ben, chez moi, c'est un petit peu la même chose. Je vais quand même tenter un dernier objet pour revenir dans la galaxie. Si j'y arrive. L'objet surprise. Voilà, qui va vous regarder. Si d'aventure, les nuages ne nous embêtent pas. C'est toujours le point le plus compliqué dans l'astronomie, bah, c'est de jouer, de jongler avec la météo. Bon, on a eu de la chance ce soir quand même. On a pu voir des belles choses. C'était pas gagné parce que le ciel, en début d'après-midi, chez nous à Grenoble, il est devenu assez vilain. Et finalement, ce soir, ça s'est dégagé. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que grâce à la technique, c'est qu'on peut observer des galaxies, des amas d'étoiles, alors que nous avons de la Lune. Normalement, lorsqu'on a de la Lune, elle est tellement brillante qu'elle déjà nous pollue entre guillemets un peu le ciel. Et donc, les galaxies ne sont pas visibles ou très mal contrastées à l'œil. Voilà. Là, c'est M95, mais bon, on voit rien. Ouais, on voit pas trop la structure en forme de. On voit rien du tout. Pas grand-chose. Bon, après, celle-là a toujours le centre extrêmement brillant, donc celle-là est toujours difficile à photographier. En général, le centre est toujours ce qu'on appelle cramé, quoi, complètement saturé. Et du coup, c'est pas évident de faire ressortir tout le reste de la galaxie. Alors, pour terminer mon petit tour, je vous propose, si suspense, pour revenir dans notre galaxie, dans notre Voie lactée, Messier 97, qui est un petit peu au-dessus de la galaxie, pas tout à fait dans le plan, comme on dit, mais dans le bras d'Orion. Vous voyez, on revient progressivement. Voilà. On va essayer de voir cette... Oui, ça va être possible. Je le vois. Cette nébuleuse planétaire, donc cette étoile qui a expulsé ces couches de gaz qui n'existent plus et qui a expulsé ces couches de gaz autour d'elle, sous la forme d'une enveloppe. Et d'ici une dizaine de secondes, avec un peu de chance, nous aurons quelque chose. Et on va la faire. Alors là, c'était encore Messier 95. Encore l'ancienne image. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez cette petite tache floue avec la compassion là au milieu là. Puis on la voit bien. Voilà. Alors si je zoome un petit peu plus, regardez, on a l'impression de voir deux yeux. Il s'agit de la nébuleuse du Hibou, Messier 97. Voilà. Oh, pardon. Ça va ici. Mon dernier objet de la soirée. Je cherche mes petites anti-sèches. Voilà. Donc celle-là, pour le coup, c'est une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire c'est ce qui reste après la mort d'une étoile.
Tu dis nébuleuse planétaire, c'est ce qui reste après la mort d'une étoile? Oui, tout à fait. Pourquoi ça s'appelle planétaire alors? Euh, Alors, oui, il y a Origine. l'explication. C'est toujours grâce à notre William Herschel. William Herschel, en fait, a été le premier grand observateur après Messier donc à cataloguer les objets. Et il y avait certains objets, notamment une qui est très connue, qui s'appelle la nébuleuse Saturne, qui ressemblait étonnamment à la planète Saturne. Elle se situe dans le Verseau, NGC 7000 et des brouettes, je ne sais plus le nom exact, 7009 je crois. Et donc, il a appelé ça une nébuleuse planétaire pour rappeler ce côté un peu planète, enfin, une nébuleuse un peu floue, surtout que lui, lorsqu'il a découvert la planète Uranus, William Herschel a découvert Uranus quand même en 1783, 81, pardon, ou 80, je ne sais plus, c'est 81 ou 83. Donc, il a vu ça comme une tache floue. Voilà, voilà. Au départ, il l'a pris pour une comète d'ailleurs, avant de s'apercevoir que c'était une planète. Donc, voilà pourquoi on l'appelle nébuleuse planétaire, tout simplement parce que Raspa vaguement a un aspect un peu planétaire, comme la planète Uranus et Neptune qui a été découverte au 19e siècle. Voilà, mais ça n'a strictement rien à voir, c'est beaucoup, beaucoup plus loin, on est en dehors du système solaire, puisqu'on est à 2380 années-lumière environ. Voilà. Et elle s'étend sur une distance, là, qui fait environ 2,35 années-lumière. Donc, pour aller d'un bout à l'autre de la nébuleuse, si on prenait un vaisseau spatial qui se déplace à la vitesse de la lumière, il faudrait pas tout à fait 3 ans pour aller d'un bout à l'autre. Voilà. En naviguant à 300 000 km par seconde. Ce qui est, voilà. Pas négligeable. Alors, Messier 97 a été découverte par Méchain, le fameux astronome qui travaillait avec Messier, le 16 février 1781. Voilà. Et donc, pour la petite histoire, donc voilà, c'est une petite tache floue qui est au milieu du champ et qu'on voit dans la constellation de la Grande Ourse. Vous voyez, vous reconnaissez la célèbre casserole, et bien juste en dessous, là, voilà, il y a cette donc nébuleuse. Voilà pour ma part. Donc, les nuages commencent à arriver, ça commence à se voiler. Donc, je vais devoir. Moi, je vais vous la montrer en 97 voilà. avec la mienne. Oui, vas-y. Allez, voilà, ça. Tac. Ça, voilà. J'ai 110 secondes de pause. Et là, j'ai lancé 210. Non, 210. Bon, ça arrive. Ouais. Moi, j'avais 10 secondes de pause. Voilà, Ah, voilà, c'est ça. La différence, elle est là. Voilà. Attends, je la mets là, et là, toc, là, voilà. Là, voilà. Un peu plus de pause. C'est plus de contraste. Ouais. Vous voyez? On voit quand même les yeux. Les yeux, on les voit. Oui, oui. Les petits yeux. Bon. Mais honnêtement, je suis content de toi parce que tout est centré au centre. Ah oui, oui. Là, c'est un coup de chance. C'est un sacré coup de chance. Surtout pendant une démonstration. Parce qu'en général, ça marche bien et au moment où on fait de la séance publique, c'est là où tout va de travers. Hier, j'ai essayé chez moi, ça marchait pas du tout. Il n'y avait rien qui fonctionnait. J'ai pris peur. Et donc, juste avant, j'ai remis en station tout correctement et tout est reparti là. Parfaitement. Quelle chance. C'est beaucoup de chance, là. Très bien. Eh ben, voilà, si vous avez des questions à nous poser, c'est encore le moment. Voilà, ce que je propose, vous montrer. Oui, je vais vous montrer l'arrêt du télescope tel qu'il se passe dans mon observatoire. Donc, lorsque j'arrête le télescope, eh bien, voilà. Je vais voir il va falloir que je fasse la même chose. Eh oui. Mettre une webcam en sortie pour voir comment ça fonctionne. Alors. Ouais, mais comme toi, tu es à côté, Thierry. Ouais, mais bon, je suis à côté, oui, mais je peux être chez moi aussi. Hein. Oui, bah oui. Bon. Là, il fait très chaud, là, il fait trop chaud, j'ai 35 actuellement. Donc ça va. T'as oublié le signe devant? non, il fait 35 dans la cabane où je suis. Mais moi, j'ai l'observatoire, elle est fermée. Hein. Voilà. Il y a une partie ouverte et une partie fermée. Voilà, donc le télescope est en train de se parquer.
On va répondre aux questions. Là, je vois qu'il y a une question qui revient sur le combien de nébuleuses. Alors combien exactement, on ne sait pas. Dans notre galaxie, on doit en connaître quelques milliers, probablement, c'est l'ordre de grandeur. Il y en a aussi beaucoup qu'on n'a pas encore découvertes. Et ça ne concerne que notre galaxie à nous. Il y a après 1000 ou 2000 milliards de galaxies, donc on fait la multiplication. Mais voilà, pour la Voie lactée, on peut considérer quelques milliers. Pour le nombre de planètes, c'est effectivement donc autour du Soleil, c'est 8, hein, comme disait Aurélien. Et après, on peut multiplier par le nombre d'étoiles connues, puis par le nombre de galaxies qu'on estime exister. Donc, dans notre, si on imagine qu'il y a à peu près, disons, pour faire simple, 5 planètes et 300 milliards d'étoiles dans la Voie lactée, on fait la multiplication. Puis après, on dit qu'il y a 1000 ou 2000 milliards de galaxies. Et ça fait des chiffres qui font tourner la tête. Ça fait beaucoup. On nous demande si parmi vous, il y a déjà des gens qui ont découvert des étoiles ou un autre objet, des choses qui n'étaient pas encore cataloguées. J'ai pas eu cette chance, mais voilà. Mais ça pourrait arriver, mais jusqu'à présent, non. Pour une question bien simple, c'est que plus la technologie avance, plus il y a un nombre. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont équipés pour ça, et donc voilà, c'est vraiment une question de chance. Voilà. Alors, Simon, ta question, on ne va peut-être pas y répondre ce soir. Je t'invite à rejoindre la prochaine conférence qui aura lieu mardi soir. Ça sera Pierre Thomas, donc, qui est un géologue spécialisé dans l'eau dans le système solaire. Il pourra probablement répondre à ta question. Il ne va pas dire oui ou non, mais voilà, il va donner dans l'affirmative. Donc, oui, il y a très probablement de la vie ailleurs dans l'univers. Probablement pas comme nous avec 2 bras, 2 jambes, un cœur et un cerveau, mais la vie ailleurs, c'est techniquement impossible que ça n'existe pas en tout cas. On estime que sur la Terre, la vie est apparue assez rapidement après la formation de la Terre, ou du moins après qu'elle se soit refroidie. Donc on a bon espoir qu'il y ait quand même d'autres planètes où ça puisse apparaître. Pas forcément besoin d'attendre des milliards d'années pour que ça apparaisse sur une planète. Enfin après, on n'a que nous comme exemple. Donc un exemple pour faire des statistiques, c'est pas beaucoup. Et puis mercredi soir aussi, alors, il y aura la conférence de Yanis et Alice qui s'intitule Les origines de l'univers, enfin des origines de l'univers à l'apparition de la vie sur la Terre. Donc ils passeront en détail un petit peu quelles sont les conditions pour qu'une vie se développe. Et vous verrez que la vie peut se développer à pas mal, enfin pourrait se développer à pas mal d'endroits. On nous demandait la taille de la Voie lactée, puis on va terminer sur cette question. Je crois de mémoire, c'est 100 ou 200 000 années-lumière de 100 000 années-lumière de diamètre. Voilà, et en épaisseur, ça doit être à peu près 1000 années-lumière d'épaisseur. Oh, 27. Très bien. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, j'espère qu'on n'est pas les seuls. Oui, ça, on verra si on est les seuls ou pas, mais on verra. On ne le saura probablement pas. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Thierry, merci beaucoup Jacques, merci. À vous tous qui étaient présents. Donc cette visio sera disponible en replay sur l'événement Facebook d'ici demain, je pense. Et puis si vous voulez la revoir, vous m'envoyez un mail et puis je vous enverrai le lien. Sinon, je vous rappelle effectivement les prochaines conférences. Nous aurons lundi soir Germain à 20h qui nous fera un petit rappel sur les fakes en astronomie, c'est-à-dire les faits qu'on pense savoir qui sont totalement faux. Mardi soir, Pierre Thomas qui nous fera l'eau dans le système solaire. Et mercredi, Yanis et Alice, qui sont des membres du Club Astro, qui nous font un petit exposé sur les origines de l'univers jusqu'à l'apparition de la vie sur la Terre. Merci à vous tous. Pensez à bien regarder le ciel, à apprécier le ciel. N'oubliez pas que vos 2 petits yeux suffisent pour rêver devant les choses magnifiques du ciel. La MJC organise régulièrement des soirées observation tout public. Alors en ce moment, pas trop, puisque confinement, couvre-feu oblige. On ne peut pas faire de choses, mais voilà, n'hésitez pas à suivre l'actualité sur la page Facebook ou le site internet de la MJC et venez à notre rencontre si vous le pouvez un de ces soirs. Voilà, bonne soirée à tous, passez un bon week-end
et bon ciel. Bonsoir. Bonne À soirée. bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Bonne soirée, Yves. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir. Ciao tout le monde.